cas devient plus difficile. Et là, vraiment, je vous demande de rester de sang-froid parce qu'après, c'est moi qui dois éponger. Hein. Donc, pitié. Alors, j'essaye de comprendre ce que compte faire mon camarade Benoît Hamon. La situation est la suivante. Le président de la République en exercice, membre de son parti, a signé l'accord. Lui-même a félicité M. Fekl, qui est le secrétaire d'État au commerce extérieur de notre gouvernement actuel, qui est membre de l'équipe de campagne de Benoît. Et lui, il est pour le CETA et l'accord mixte. Alors, lui, Benoît Hamon, est contre, de ce que j'ai compris. Donc, les uns sont pour, les autres sont contre. Ça arrive dans la vie. Il y a donc eu un vote à l'Assemblée nationale française. Il y a eu une résolution déposée par le groupe des députés communistes qui a proposé, à mon avis de manière intelligente, qu'on organise un référendum sur ce traité international, puisque la position classique que nous avons en commun, que je partage avec eux, c'est que quand il y a un traité international, il faut que le peuple français soit saisi, parce que maintenant, ça va, on a compris. Les traités internationaux, ça change notre vie quotidienne. Donc, les députés communistes proposent ça, qui est une bonne idée. On va au vote, que se passe-t-il? Le groupe socialiste se réunit. Les uns sont pour, les autres sont contre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abstiennent. Et, attendez, non, pas de réaction, s'il vous plaît. Écoutez, c'est juste pour que vous sachiez. C'est pas pour provoquer un effet spectaculaire. C'est pour que vous sachiez, et vous le rembarquez dans votre tête, et après, vous essayez d'étendre le raisonnement à d'autres domaines. Ils étaient donc ensemble, et quand ils sont ensemble, ils décident qu'ils font rien. C'est le CETA dont on parle. C'est-à-dire de quelque chose qui engage profondément la vie du pays. Et ils décident qu'on fait rien. Et ils sont à peine 16 présents le jour où on vote là-dessus à l'Assemblée nationale. Je ne vais pas faire la liste des absents, faut pas qu'on croie que je veux m'acharner. Mais je vais vous dire une chose. Si on me demande à moi ce que j'en pense, mais même en marchant sur les mains, je viens pour voter contre. Parce que la responsabilité de quelqu'un qui dit « D'accord, après tout, personne n'est obligé. Hein. » Vous avancez sur la scène. Vous dites « D'accord, je suis candidat. » Et si je suis candidat, ça veut donc dire que « D'accord, si vous me donnez une majorité, je serai élu. Et si je suis élu, je tâcherai de faire pour le mieux. Et pour faire pour le mieux, j'appliquerai ce à quoi j'aurais réfléchi bien avant et conformément à quoi j'aurais agi. » Comment peut-on être président de la République française et n'avoir aucune idée sur ce qu'il y a lieu de faire à propos d'un référendum sur un traité international? Je pense que c'est une grande question et que dans cette affaire, ce qui est en cause, une fois de plus, c'est de savoir comment on met ses actes en accord avec sa pensée. Je ne doute pas de la légitimité de la pensée, de sa force, de son honnêteté. Ce dont je doute, c'est qu'il y ait des raisons qui viennent s'intercaler, s'interposer, qui fassent qu'à la fin, on ne fait rien. Et ça, c'est ce qui est insupportable. Ne rien faire quand un danger pareil s'avance. Aujourd'hui, et là, vous pouvez réagir, mes amis, au Parlement européen, les députés européens socialistes français ont voté avec nous. Je dis avec nous, le groupe GUE, parce que nous sommes le groupe de la gauche unitaire européenne, le seul groupe dont tous les membres ont voté contre le CETA. Et les socialistes français ont voté avec nous, et nous sommes contents qu'ils aient voté avec nous. Nous les félicitons d'avoir voté avec nous. Nous sommes heureux que leur voix se soit additionnée aux nôtres. Mais quand même, CETA ne serait pas passé, n'aurait pas eu de majorité si le groupe social-démocrate européen n'avait pas majoritairement voté pour. C'est par la coalition de la droite et des sociaux-démocrates européens, comme ils le font dans toute l'Europe, que cette ignominie est passée. Alors réfléchissons à ça. Qu'est-ce que je dois faire, moi, maintenant, dans la situation qu'est la mienne? Quelle position je dois prendre pour faire attention à la fois à ménager les intérêts qui sont les nôtres à tous, qu'il vaut mieux que des forces qui ont des mêmes idées se retrouvent, à condition que ce soit bien les mêmes idées. Comment dois-je m'y prendre si chaque fois que j'observe
une situation particulière de péril ou d'exigence, c'est pour m'apercevoir qu'entre les paroles et les actes, il y a un tel gouffre. Alors je suis obligé de me dire que ce sont là des forces qui sont stérilisées, que ceux qui se rassemblent autour de bannières aussi pitoyables perdent leur temps, leur énergie, la dispersent. Alors, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus rencontrer de journalistes sans qu'on me demande aussitôt, avant toute chose, et quel que soit le sujet de la journée, qu'est-ce que je vais faire avec M. Jadot, quand est-ce que je vais rencontrer M. Hamon, est-ce qu'il m'a téléphoné? Tout ça est en train de tourner à une histoire qui est grotesque, dont je suis plus que fatigué. Donc, je vais y mettre de l'ordre. Mon cher Benoît, je suis bien occupé d'ici à la fin de la semaine. Tu ne m'as pas appelé, c'est pas grave. Tu avais d'autres choses à faire. Donc là, dimanche, nous avons l'émission, vous savez, 5 heures. C'est une énorme épreuve physique et intellectuelle. Hein. Il faut les faire, les 5 heures, parce qu'on répète avant, on prévoit, etc. Donc jusqu'à dimanche, je suis occupé. Après, la semaine qui arrive derrière, j'ai une émission importante, qui est l'émission politique sur France 2. Ça se passera le jeudi soir. Vous imaginez que j'ai intérêt à me préparer parce qu'un traquenard plus haut, il n'y en a pas. Donc, c'est pas la peine de m'appeler avant, je ne vais pas être disponible. Je propose un rendez-vous la semaine prochaine, soit de vendredi, soit de samedi, soit de dimanche. Voilà, j'y mets de l'ordre. C'est moi qui fixe la date. Comme ça, on va arrêter cette comédie. Parce que moi, je veux bien parler. Je suis conscient de nos responsabilités. Je suis content qu'on soit sorti de la période des insultes. Qu'on arrête de me saouler avec M. Poutine, dont je n'ai jamais été le partisan et dont je rappelle qu'il a mis en prison mon camarade en Russie, tandis que le camarade des autres, il est en liberté, il s'appelle Mikhail Gorbatchev, et il est membre du Parti social-démocrate russe. Je n'ai rien à voir avec cet homme. Sinon une chose, je ne veux pas de la guerre en Europe. Je m'y oppose de toutes mes forces. Je le répéterai partout où je passe. Par conséquent, ils sont nos partenaires, encombrants, puissants et tout ce que vous voudrez, mais nécessairement des partenaires. Les Français ont une longue histoire. Il faut connaître notre histoire pour être capable de diriger ce grand peuple et cette grande nation. Dans l'histoire, quel que soit le régime de la Russie, j'ai bien dit, quel que soit son régime, les Français doivent avoir un rapport de partenariat. La Troisième République laïque, républicaine, était accordée avec ce bigot de tsar Nicolas II que le peuple a foutu dehors derrière. Le général de Gaulle a signé un accord avec Joseph Staline, dont il était séparé par tous les aspects de l'idéologie. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la permanence de l'histoire, la permanence des nations, et le fait qu'il faut qu'elles maîtrisent ce qu'elles font et ne s'engagent pas à l'aveuglette dans n'importe quel conflit, n'importe quelle exagération, dont les tireurs de ficelles ne sont même pas sur le vieux continent et se distraient de nous voir nous jeter à la gorge les uns contre les autres. J'en ai par-dessus la tête qu'on me parle de cette histoire de Russie quand mon point de vue est si simple. Comme ça a été odieux de m'entendre traiter de cette façon à propos de la Syrie. La position politique que j'ai défendue depuis le premier jour est dorénavant la position qui a été adoptée à l'unanimité par l'ONU. Par conséquent, c'est moi qui avais raison. Et si on avait écouté cette position plus tôt, on se serait fait l'économie d'une guerre abominable, de souffrances atroces qu'endure le pauvre peuple syrien, quelles que soient ses appartenances et ses allégeances, car la mort est la même et elle écrase de la même manière, dans le même néant, tous les êtres vivants qu'elle broie.
Je suis pour la paix. Nous sommes une grande nation. Nous avons la capacité d'être le protagoniste de la paix. Nous devons empêcher que tourne mal en Europe ce qui est en train de s'avancer. On n'ira pas faire la guerre en Ukraine. Alors, qu'est-ce qu'on me veut à la fin? On est là, ça fait des mois que ça dure. Ah, ça gêne, hein? Ah, si j'avais le bon goût d'être aimable. Et si j'avais le bon goût de me mettre en rang comme on me le demande. D'abord, ça a été l'idée d'une primaire. Avant, il fallait se taire parce que c'était un gouvernement de gauche. Le coup d'avant, c'était je ne sais quoi. C'est toujours la même chose. La même arrogance, le même chantage, les mêmes menaces, le vote utile, ou sinon tu es responsable de tous les maux. C'est à cause de toi qu'il y a Madame Le Pen. Comment? Qui a créé cette situation? Qui a déchaîné la misère dans ce pays? Qui a dressé tous les gens de gauche dans un même dégoût révulsé de ceux qui les dirigent et qui leur infligent une loi El Khomri après combien d'autres choses de cette nature? C'est eux les fourriers. Eh bien, voyez-vous, je suis comme vous tous. Ah, malgré mes moments de grogne ou de mécontentement, je suis toujours prêt à faire confiance. Et vous autres ballots encore plus que moi. Je suis prêt à faire confiance. Mais cette fois-ci, il y a une chose qui doit être bien claire. On ne me refera pas une deuxième fois le coup du discours du Bourget. On ne me dira pas une deuxième fois. On va renégocier le traité européen et ensuite l'accepter, tous autant qu'ils étaient dans le gouvernement. On ne reviendra pas recommencer une fois de plus, dire on va arrêter le nucléaire et pour terminer, n'arrêtez rien du tout. Et ainsi de suite. Ce que je demande, c'est ce que vous demandez tous, une garantie de bonne foi. Et j'accepte la bonne foi. J'accepte de considérer, en dépit de tout ce qui peut m'être jeté à la figure sans trêve. Regardez, je lis ce truc, on me dit, il faut calmer les égos. Si c'était une fois, passe encore. Mais c'est maintenant devenu, enfin, à 65 ans, je ne fais pas une carrière, jeunes gens. C'est terminé, c'est pas mon sujet. Je ne suis pas en train de préparer le prochain congrès de mon parti. Je ne suis pas en train de préparer je ne sais quel accord pour la 550e circonscription de Pétaouchnok-les-Bains, de savoir qui c'est qui va l'avoir. Je suis juste en train de m'occuper dans une élection présidentielle de faire vivre un idéal qui pourrait être emporté si je n'y étais pas. Parce que si je n'y étais pas et si vous n'y étiez pas, si nous ne constituions pas la force que nous ferons, ils ne s'occuperaient même pas de faire semblant, ils seraient déjà en train de négocier la suite. Voilà. Alors on va se voir. Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce qu'on me demande? Pas une candidature unique, c'est pas ça qui est proposé. Il ne faut pas faire semblant. C'est pas ça qui est proposé. Tous ont dit qu'ils présenteraient leur candidature. Mais quand bien même en faudrait-il une, laquelle? Je propose la mienne. Pourquoi? 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 Parce que quand je vous dis il nous faut une garantie, la garantie que cette fois-ci, ce qui aura été signé sera tenu. Mais qui peut être cette garantie, sinon nous? Qui peut être cette garantie que la parole sera tenue et respectée? Voilà. On a demandé d'abord qu'on fasse le tri. Est-ce que c'est une chose, une demande insupportable que de dire il s'agit de gouverner un grand pays? Pas juste de faire en sorte qu'il y ait une synthèse de fin de congrès du type de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale à propos de CETA, c'est-à-dire l'alignement sur le moins 10 ans.
C'est pas de ça dont il est question. Il est question de constituer un gouvernement, de convoquer une assemblée constituante, en même temps d'appliquer un programme qui prévoit la 6e République, la planification, la sortie du nucléaire, le 100% renouvelable. Vous croyez qu'on peut faire tout ça en même temps avec un groupe chaotique où une moitié attend l'autre au coin du bois pour la zigouiller? Est-ce qu'on va faire nous-mêmes une majorité parlementaire avec des frondeurs de droite? Enfin, ma revendication, elle est légitime, normale. Vous avez le droit de ne pas me prendre au sérieux si je ne vous le dis pas. Comment va-t-on gouverner ce grand pays et faire tout ça à la fois si ça n'est pas avec une majorité en pleine cohérence avec le programme politique? Et on ne me fera pas croire qu'on défait la loi El Khomri avec Madame El Khomri. Ce n'est rien contre elle. Ce n'est pas contre sa personne que je dis cela. Alors on me répond, vous voyez, pour que ça fasse une allusion, hein? Alors on dit, nous ne donnerons pas des têtes. Mais je ne demande aucune tête, je demande seulement qu'on ne se paye pas la nôtre. Voilà la différence. Il faut de la cohérence et il faut de la garantie. Car il ne suffit plus qu'on nous dise les choses. Nous avons été trop trompés par des gens que l'on croyait agissant de bonne foi et qui ont fait exactement le contraire de ce qu'ils avaient dit qu'ils feraient. Alors vous pouvez me trouver un peu opiniâtre et peu me chaud. La vérité, c'est que cette garantie est d'autant plus forte que vous venez à la rescousse. Elle est d'autant plus forte que je me trouve fort dans ce contexte. Et à la fin, ne doutez pas une seconde que si c'est moi qui suis au 2e tour de l'élection présidentielle, n'en doutez pas une seconde, il n'y a aucun sectarisme en moi. Tous ceux qui voudront participer aux grandes œuvres, qu'ils aient été membres du PS ou de n'importe quel parti, des Verts ou autres, alors ils seront les bienvenus. Mais on saura sur quelle base? Sur la base du programme triomphant et vainqueur, l'avenir en commun. J'essaye de faire bien le travail, vous voyez. Je fais du mieux que je peux. Vous m'envoyez des messages souvent contradictoires. Et j'y réfléchis. Que faut-il faire? Comment doit-on avancer? Je pense que la manière la plus intelligente de le faire est de construire la force la plus ample possible. Je crois qu'on a bien fait de commencer tôt. C'est un grand bonheur pour moi de savoir que, dorénavant, nous constituons, à notre façon, hein, un peu brouillonne, comme on est. C'est beaucoup de têtes dures au mètre carré ici. Hein. Mais avec presque 250 000 appuis apportés à ma candidature et au programme L'Avenir en commun, je ne crois pas exagérer en disant que nous sommes certainement la première force, ou parmi les premières, comme ça, on va faire d'ombre aux autres, hein, force politique organisée du pays, sur une base qui ne s'est jamais vue. Parce qu'après tout, nous sommes très divers, hein, des cultures diverses, d'âges divers, d'origines diverses, et nous convergeons parce que nous nous retrouvons dans l'action. On demande à personne d'avoir une carte. Il peut en avoir une, hein. Il ne faut pas avoir honte d'être membre d'un parti. Mais le mouvement, la France Insoumise, n'est pas un parti, c'est un mouvement. Mais vous savez ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment vous surgissez chaque fois qu'on appelle. Alors on a besoin de ci, pouf, vous le faites. Là, vous savez, les 2 meetings qu'on a fait, Paris-Lyon, hein, vous êtes mis à plus de 600 pour donner la main, pour organiser les salles, les entrées, les sorties, toujours très drôle ce qu'il y avait à faire. Hein. On a besoin d'argent? Oui, on a besoin d'argent. Il n'y a pas un rond qui est arrivé des banques. Hein. Eh bien, vous avez donné déjà 1 700 000 €. Nous vivons, la campagne vit sur les dons des gens. Restez groupés. Restez groupés. Ne vous laissez pas intimider. Pensez que la campagne, d'un jour sur l'autre, une campagne, c'est pas juste quelqu'un qui parle, qui fait des réunions, c'est des gens qui se transforment. C'est comme vous êtes là et que vous allez repartir. Bien sûr, vous avez des tas de choses à faire dans votre vie. Mais vous ressortirez pas indemne de la réunion. Quelque chose en vous a déjà commencé à changer et va vous aider à faire changer d'autres gens. Et c'est comme ça que cette force
va se construire et que personne n'arrivera à la désorganiser parce qu'elle est assise pas sur une personne. C'est pas un moment de modestie que j'essaye de vous faire partager. C'est pas ça. Elle n'est pas assise sur une personne. Elle est assise sur un ensemble d'idées, une intuition. Nous savons que dans la crise de la civilisation humaine, nous allons passer par là. Et nous savons de quel côté, avec quels moyens, par quelle méthode. C'est ça qui fait notre force. Même si on est très différents dans nos prémices, dans notre manière d'aborder les choses. Ça va être notre force. Ensuite, en instruisant. Regardez, on fait une université populaire, vous ne le savez pas, et elle est retransmise en direct. Ça, c'est grâce à YouTube qu'on arrive à faire cette chose. Hier, il y avait 2000 personnes qui étaient en ligne pour suivre toute la soirée une séance de formation. Et voilà comment, sans carte, sans mur, sans immeuble, sans aucune puissance, se construit une cohérence. Celle que nous avons déjà, car vous n'êtes pas là par hasard. Peut-être que nous avons lu les mêmes journaux, très différents, des revues, des articles. Nous avons vu des films qui font partie de notre imaginaire et que nous avons en commun. Et tout ça, ça compte autant que 1001 autres démonstrations qui pourraient être faites de façon partidaire. J'ai besoin qu'à chaque étape, notre force se donne à voir, parce qu'elle attire. Plus nous sommes forts, plus ceux qui se sentent faibles et qui aimeraient bien aussi faire quelque chose se tournent vers nous. Les syndicalistes savent ça. La force va à la force. Et la démonstration que nous faisons, ce soir par exemple, et que nous allons faire dans d'autres réunions, elle compte dans la vie du pays. Vous voyez, moi je suis très fier d'avoir fait le discours que j'ai fait à Marseille en 2012. Et j'ai dit que la France, c'était sa chance d'être métissée. Alors on m'a mis à la figure toutes sortes de choses, et je m'en fiche. On me dit, vous avez perdu des voix. Eh bien, tant pis, j'ai rien à faire avec les racistes. J'ai dit la France est métissée. Eh bien, parce que c'est un fait. Et qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? De trier dedans? Bien sûr que non, qu'on ne le fera pas. Bon, c'est un exemple. Mais notre campagne, à chaque fois, elle apporte des choses. Voilà sur quoi je vais conclure. Notre grande idée révolutionnaire, c'est de refonder le peuple français. Il a besoin de se refonder par la politique, par les droits qu'il se reconnaît, parce qu'on a tellement changé depuis 1958, date à laquelle a été promulguée l'actuelle Constitution. Il y a tellement de questions nouvelles qui sont arrivées, qui fondent des droits nouveaux, que c'est le moment, en convoquant une assemblée constituante, en élisant des députés pour ça, en tirant d'autres au sort, et surtout en mettant dans cette salle que des gens qui n'ont jamais été élus auparavant, et qui regarderont donc, en quelque sorte, comme une page blanche complètement nouvelle, leur propre patrie. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Ça, c'est la 6e République. C'est le processus révolutionnaire central de notre affaire. Convoquer cette constituante, changer la règle du jeu, et que vous la définissiez, pour vos générations, et pas pour la mienne. Donc, on va faire une démonstration de force. Je vous invite à prendre vos dispositions. Soit à acheter une bicyclette, soit de bonnes chaussures pour venir à pied, soit à acquérir une monture quelconque. Et le 18 mars, je vous appelle à venir pour marcher de la Bastille à la République. La dernière fois, on est allé de Nation à Bastille, hein. C'est en symbole, hein. Et bien cette fois-ci, nous allons aller de la Bastille, c'est-à-dire de l'insurrection, à la nouvelle République à créer. Voilà, c'est tout le malheur que je vous souhaite. Vive la République, vive la France!